Bienvenue sur leur FM 100.9, c'est Rendez-vous avec Gilles Charles. Et on va parler foot, on va parler euro, puisque le gardien de la SS est parmi nous, celui qui sera toujours dans les buts pour nous, c'est Jérémy Janot. Gilles. Bonjour Philippe, bienvenue, c'est le Rendez-vous avec chaque semaine, un rendez-vous un petit peu exceptionnel cette semaine, puisqu'on va bien évidemment parler de football. On va beaucoup parler de l'Euro 2016 qui commence ces jours-ci. Alors Jérémy Janot, déjà merci d'être venu, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et puis au passage, je voudrais quand même remercier le maire, monsieur Gaël Perdriau, qui était là il y a quelques semaines et qui nous avait promis que vous viendriez dans cette émission. Non, c'est avec plaisir. Donc on essaye de communiquer un maximum sur tous les, sur toutes les radios, sur tous les journaux stéphanois. Et voilà, on parle de l'Euro à Saint-Etienne et priorité aux médias stéphanois, bien sûr. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est un regret de n'avoir jamais joué une compétition avec l'équipe de France, un Euro ou une Coupe du Monde ? Donc non, j'ai eu la chance de les faire en jeune. Ouais. J'ai fait une Coupe du Monde moins de 20 ans en Malaisie en 1997. Et puis après, moi j'étais dans une génération où il y avait vraiment des très grands gardiens, Barthez, Lama, Coupé, Michael Landreau, où il y avait vraiment Lionel Letizy, Ulrich Ramé, il y avait vraiment des très très grands gardiens devant moi. C'était quasi mission impossible pour intégrer l'équipe de France, quoi. Pourtant, à une époque, vous étiez pas loin de la troisième place, non ? Oui, mais on était tellement nombreux. Il y avait une Ligue 1 avec pratiquement 15 à 16 gardiens qui pouvaient postuler à la deuxième ou à la troisième place. Je peux bien en parler j'ai mon ami, par exemple, Nicolas Pento, qui était un formidable gardien, Fabien Audard, vous aviez Sébastien Frey. Pento, il avait joué à Bastia et à Nice, hein. Il a Bastia à Valenciennes. Il joue d'ailleurs toujours en Belgique. Il y avait énormément de grands gardiens. Je en parlais tout à l'heure, Christophe Revaux, Teddy Richer, Ulrich Ramé, des mecs qui étaient vraiment des gardiens très très solides à leur poste. Rien que le fait d'avoir existé à côté d'eux est déjà pour moi une belle performance. J'avais préparé la question pour plus tard, mais je vais la poser tout de suite. Est-ce que c'était pas le fait d'être stéphanois avec un entraîneur, un sélectionneur qui était lyonnais ? Non, parce qu'il n'a pas joué ça ? Il avait pris Zoumana Camara à l'époque. Non, moi tout simplement, je me dis, si j'ai pas eu l'équipe de France, c'est que je la méritais pas, tout simplement. Je cherche pas à aller plus loin. C'était peut-être pas une question de mérite, c'était une question de concurrence alors. Non, parce que durant ma carrière, il n'y a pas eu que Domenech comme sélectionneur. Il y avait aussi Jacques Santini, il y a eu à un moment donné aussi Laurent Blanc. Non, c'est tout. Faut pas. Voilà, des fois, aucun regret, Ouais. parce que je vous dis, il y avait des monstres devant moi, donc il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, entre Mandanda et Loris, pour vous, c'est qui le plus fort ? Le problème, c'est que Loris, on ne le voit pas jouer tous les week-ends. C'est un gardien pour moi extraordinaire. Il a su s'imposer à Tottenham en plus. Le niveau assez proche. Après, Mandanda, sur cette saison, il a fait quand même une saison extraordinaire avec Marseille. Parce il a sauvé la baraque. Si Marseille n'est pas descendu en Ligue 2, c'est parce que Mandanda a été vraiment, vraiment excellent. Après, je pense qu'ils sont pas loin de l'autre. Est-ce qu'il va y avoir une redistribution des cartes après l'Euro ? On sait pas, on verra, on va attendre. Avec des jeunes qui arrivent, comme Areola. Areola est très très prometteur. Il a fait une saison extraordinaire en Espagne. En Espagne, il a une cote énorme là-bas, dont on sait que c'est quand même un pays de gardiens. Donc on va voir, peut-être qu'il y aura une redistribution ou peut-être pas. Le sélectionneur pour l'instant n'est pas appelé à changer. Donc on va voir comment ça va se passer. Et puisqu'on est dans les gardiens et l'équipe de France, Stéphane Ruffier qui ne va pas à l'Euro, c'est normal, ouais. C'est un choix de sa part. Le souci depuis le début, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils se sont dit avec Deschamps et Ruffier, voilà, et Steph. Donc c'est dur d'analyser le pourquoi du comment. Parce que sur le terrain, on peut quand même dire qu'il avait sa place. Bien sûr, mais il a fait une saison extraordinaire aussi. Sur le terrain, il y a pas sur ses qualités propres même, il y a pas de souci, mais il n'y a rien qui a filtré ni d'un côté ni de l'autre sur la teneur de la discussion. Secret d'État. Exactement. Donc c'est dur de. Est-ce qu'il y a un pacte qui a été passé ? Est-ce que la discussion s'est bien déroulée ? Est-ce qu'elle s'est mal déroulée ? Est-ce que il y a vraiment, on ne sait pas. Moi j'aime bien avoir des éléments pour pouvoir juger, comme quand vous me demandez Loris Mandanda, je peux évaluer la performance de l'un, la performance de l'autre, mais là on ne sait vraiment pas ce qui a été dit, même moi qui suis quand même dans le milieu, j'arrive pas à le savoir. Donc c'est. Je crois aussi qu'il y a un gros débat sur qui est sélectionné, qui n'est pas sélectionné, mais je crois qu'il faut aussi qu'on rappelle que le football c'est une équipe, c'est un groupe. Ouais. Il faut que le groupe ils vivent bien ensemble, quoi. Ouais, c'est comme on dit quand on sélectionne 23, c'est pas les 23 meilleurs, c'est aussi des mecs qui puissent vivre ensemble. Il y a des fois il y a des affinités qui se créent.
Voilà, après, c'est vrai que pour Stéphane, louper l'Euro en France, ouais, c'est dommage, mais il le loupe pas par rapport à ses qualités. Mais je vous dis, on connaît pas la teneur de la discussion. Tout à fait. Alors, je sais que vous êtes né à Valenciennes. J'ai envie de vous demander comment êtes-vous arrivé à Saint-Étienne? En fait, à l'âge de 15 ans, ma mère a déménagé dans le coin et j'ai intégré le centre de formation à l'époque qui était au stade Geoffroy Guichard pour devenir stagiaire. C'était vous qui aviez fait la démarche pour rentrer, c'est pas eux qui sont venus vous chercher à Valenciennes? Exactement. C'est Alain Blachon qui m'a recruté après un essai à l'Étivalière. Donc, formidable expérience, bien sûr. Ouais, un coup de peau aussi. Hein. Ouais. Moi, j'ai envie de vous demander, jouer à Saint-Étienne, c'est vraiment un club à part? Ouais, c'est un club à part. Je m'en rends compte surtout maintenant. Il faut savoir que, même pendant ma carrière, j'ai eu la chance de le mesurer. J'étais au Canada, au Biodôme à Montréal. On devait être 5 à l'intérieur. Il y a un mec qui me reconnaît, il me dit « Mon père, il est fan des Verts, je peux faire une photo ?» Au début, il se fout de moi, lui. Voilà, et donc j'étais avec mes enfants et tout, j'ai fait une photo. Une fois à Tokyo, j'étais parti à Tokyo avec ma femme, on visitait et tout. Je suis dans un quartier qui s'appelle Shibuya, un peu un quartier pour les jeunes et tout. Le mec, il m'arrête, il me dit « Ouais, tu pourras passer à la boutique telle, j'ai un maillot des Verts, si tu peux me le signer. » Au début, je dis non, mais pas ici, quoi. Tu te rends compte, de l'opposé, c'est vraiment un club à part. Surtout que Tokyo, c'est le Japon, c'est pas trop un pays de football. Ouais, ça. Voilà, tu vois. Donc un expatrié de la région Rhône-Alpes qui travaillait là-bas, qui était fan des Verts. J'ai eu récemment Patrick Révelli dans les studios, là, il me disait qu'il avait été très très fier aussi d'être reconnu au Brésil. Ouais, voilà. Donc c'est non, mais les gens, ils aiment ce club. Ce club, il a une portée internationale. Ça a été l'un des premiers clubs à faire rêver les gens, un des premiers clubs qui est passé à la télé. C'est le seul club qu'on associe à une couleur, les Verts. Tout à fait, c'est ce qui était dit. Ouais. C'est un des seuls clubs qui est identifié par rapport à la couleur. Voilà, donc c'est un club mythique et magique. Est-ce que cette popularité, c'est justement d'être finalement un club populaire, je dirais? Mais c'est ça, parce que si vous voulez, tu sens que ce club appartient à la population. Tout à fait. C'est pas la ville et un club. En fait, j'ai l'impression que quand tu nais à Saint-Étienne, t'es stéphanois et supporter des Verts. À croire que c'est écrit dans ton ADN, c'est écrit sur ton acte de naissance. Parce que il y a aussi cette particularité que le grand-père va au stade avec son fils et avec le petit-fils. Et ensuite, ça se transmet, que le petit-fils, il va grandir, il va venir avec son... Voilà. Mais il paraît même que quand on est à Saint-Étienne, on a un peu de sang vert dans le sang. Ouais, il y a du vert, il y a du rouge, ça dépend. Il est un peu, quand on fait une prise de sang, des fois, on reconnaît les Stéphanois. On dit, lui, il est né à Saint-Étienne, lui. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été très très proche de l'équipe de France. Est-ce qu'on peut donner un petit mot sur cette liste des 23? Il y a des surprises, il y a des choses que vous vous attendiez, des choses, des agréables surprises ou pas? On a dit aussi qu'il n'y avait pas de Stéphanois, c'est un regret, bien sûr. Bien sûr, hein, moi je pense à Loïc. Qui avait sa place, à mon avis. Il aurait pu prétendre, ouais. Bon, il était un peu blessé cette saison. Il aurait pu prétendre à être dans les 23. Après, j'ai trouvé que ce qui a peut-être un peu desservi Loïc, c'est vrai qu'il a sa polyvalence, mais il a pris beaucoup de spécialistes du poste. Donc, je trouve sa liste cohérente. A priori, oui, elle est cohérente, sans véritable surprise, avec peut-être Ben Arfa. Mais voilà, quand on voit que Ben Arfa fait une saison extraordinaire, il n'est pas dans les 23 au départ, peut-être qu'il y sera à l'arrivée. Je pense que Didier Deschamps, c'est quelqu'un de très très pragmatique, qu'il avait bien préparé sa liste bien avant, qu'il a quand même ouvert la porte à des surprises ou pas, mais on sent qu'il y a un fil conducteur, que c'est pas au hasard, et que en fait la liste des 23, elle était pour moi quasiment bouclée dès le mois de mars. Dès le mois de mars, quoi. Et vous, qui êtes un spécialiste du football, est-ce que la France va gagner l'Euro 2016? Je suis un supporter surtout. Je suis un supporter, j'espère, parce que ça va créer une dynamique, comme à chaque fois en 84, en 98. Ça peut avoir des retombées, ça peut avoir des aspects bénéfiques pour le football français. Donc moi, je serai à fond derrière les Bleus et en espérant qu'ils gagnent, avec un petit détour à Geoffroy Guichard en 8e de finale. Oui, j'ai vu que le maire espérait qu'on finisse deuxième au premier tour pour qu'il y ait le match à Saint-Étienne. Voilà, exactement, ça serait bien, ouais. Ça serait bien. Est-ce que si la France, on a parlé de dynamique, gagne cet Euro, est-ce qu'on peut espérer attirer, je vais dire, des joueurs un peu dans le championnat de France? Ou c'est quelque chose qui a complètement rien à voir? Ça peut. Après, il faut que les locomotives, j'ai envie de dire,
fassent le choix d'investir sur des gros joueurs comme le Paris Saint-Germain, ce qu'ils ont fait avec Zlatan, comme Monaco, comme Lyon, les clubs qui ont beaucoup d'argent, essayent de faire venir beaucoup d'étrangers. Après, c'est toujours un problème, les joueurs étrangers sont très réfractaires à venir en France à cause des impôts. On parle toujours d'argent, il n'y a jamais cette notion de football à l'état pur, l'envie de jouer dans un club français. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais aujourd'hui vous faire un topo sur... Mais aujourd'hui, c'est du foot business. Un joueur un très très grand joueur qui a la capacité de négocier un contrat net d'impôts en Espagne, Allemagne, Angleterre, Italie, et qui a le même contrat en France. L'Italie a moins la cote, j'ai remarqué. Ouais, et où il doit signer comment ça s'appelle, un contrat avec des impôts derrière. Il fait le choix. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à attirer beaucoup d'étrangers. Hein. C'est pas alors qu'on a quand même des clubs attractifs, des clubs qui font rêver. Même les joueurs en Coupe d'Europe, quand ils viennent jouer à Geoffroy Guichard, ils disent c'est quoi ce stade et tout. Donc on a beaucoup d'arguments, mais celui-ci est depuis des années. Comment dirais-je, est-ce qu'il y aurait des solutions? C'est que des solutions fiscales? Vous savez, le PSG paye les impôts de ses joueurs. Hein. Ils ont payé les impôts à Zlatan, hein, sinon Zlatan il serait jamais venu. Hein. Mais quand on voit, pour moi, Zlatan il a fait du bien au foot français, dans la mesure où il a tiré une équipe vers le haut, ils ont gagné beaucoup de titres, il a mis des buts décisifs. On peut pas lui reprocher, c'est sûr, son côté joueur, parce qu'il a fait des exploits en France, mais après on peut lui reprocher un peu d'être pas décisif en Coupe d'Europe, quoi. C'est un peu le débat. Pourtant, moi le match, j'ai trouvé dur. Le seul pour moi qui a été dangereux contre Manchester City, c'est Zlatan. Joe Hart a fait des arrêts extraordinaires, mais pour moi c'est les autres qui sont. Zlatan s'est créé des occasions, il les a pas mis. C'est sûr. C'est le football. Il les a pas mis, mais pour moi ça a été le Parisien le plus dangereux. Et c'est pas un peu dommage que le Qatar, en l'occurrence, ils font une équipe qui domine le championnat de France et qui a plus d'enjeux presque. On sait déjà que l'année prochaine ils seront champions et que l'année d'après sans doute aussi. On voit que Leicester a fait mentir. Ouais, ça c'est l'exploit. C'est l'exploit, mais moi je pars du principe, il y a quand même quelque chose de pas normal. Ok, le Paris Saint-Germain est plus fort, mais contre Paris vous perdez que 6 points. Tout à fait. Le match aller, le match retour. Comment ça se fait que le deuxième il a 23 points derrière? Logiquement, c'est deux clubs qui, on va dire, Lyon a eu une période où était difficile puisqu'ils ont limogé leur entraîneur et Monaco a eu du mal à finir aussi. Donc ils devraient pas avoir 23 points. Au pire qu'il y ait 7, 8, 10 points parce que tu perds. Et encore, Lyon a battu le PSG au match retour, donc ils ont perdu que 3 points contre le PSG. Donc, c'est vrai. Mathématiquement, c'est vrai. Voilà. Moi, il y a une phrase extraordinaire de Johan Cruyff qui a toujours dit « Et pourquoi on battrait pas une équipe plus riche ?» J'ai jamais vu un sac de billets un sac de billets mettre des buts. C'est vrai. Pourquoi on coupe? Mais c'est un peu la magie du football. Hein. N'importe qui peut battre n'importe qui. Exactement. C'est un peu le système de la Coupe de France. Le football, c'est le seul sport où sur... Bon, c'est pas vrai peut-être sur un match. Sur un match, mais vous pouvez répéter. Pour moi, Leicester, c'est l'exemple. Toulouse, c'est l'exemple. Toulouse, c'est plus un miracle, non? Je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard. Il y a quand même des fois des... il y a peut-être un téléphone... Un téléphone c'est peut-être Monsieur Dupraz qui vous appelle. Ouais. Et donc, si vous voulez, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard dans le football. C'est à un moment donné, quand vous travaillez, quand vous créez une dynamique et que vous recherchez des solutions. Parce que quand il est arrivé, ils avaient, je ne sais pas combien 10 points de retard, ils avaient. 10 points de retard, mais ce qu'il a fait, c'est fabuleux. Fabuleux. Et donc là, on parle quand même sur un laps de temps court de 2 mois et demi quand même. Ce qui a été fait sur 2 mois et demi peut être fait sur 5 mois. Ce qui peut être fait sur 5 mois peut être fait sur 9. Donc, pour moi, je trouve que ce que fait le Qatar, c'est très bien. Ils ont aussi acheté des joueurs en France, Aurier, tout ça. Donc, ils font marcher le truc. Mais après, c'est aussi aux autres d'aller les chercher. Et c'est trop facile en sport. On en a vu des exploits, des mecs qui étaient soi-disant imbattables, qui ont perdu. Pour moi, je trouve que l'exploit n'en serait que plus beau. Pour finir avec le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui leur manque pour la gagner, cette Ligue des Champions? Pour moi, contre Manchester City, la différence a été au niveau du gardien de but. C'est Joe Hart qui, pour moi, qualifie Manchester. Ça veut dire que Trapp, c'était peut-être pas la solution, alors? Trapp, déjà, j'ai pas peur de le dire, c'est un bien meilleur gardien que moi. C'est pas ça, mais en tant qu'analyse, aujourd'hui, ils avaient cet attaquant, pour moi, de classe mondiale, qui était Zlatan, et il fallait un Buffon.
comment s'appelle, un Petr Cech, un grand gardien. Même Sirigu, moi j'ai pas compris le Sirigu bashing l'année dernière, parce qu'en tant que spécialiste gardien, je sais pas pourquoi ça devait changer et tout. À partir du mois de mars, tout ce que Sirigu il faisait, c'était mauvais. Mais c'est très médiatique ça. Oui, mais bien sûr, c'est ça. Mais pour moi, c'est toujours un excellent gardien. Et qui sait, on le saura jamais, mais peut-être qu'avec lui à Manchester, il serait passé. Moi, je vois pas. Réponse l'année prochaine, j'allais dire. On verra peut-être qu'il. Mais après, on va pas non plus. On va voir Trapp. Hein. C'était sa première année, il y avait une adaptation à faire. Mais j'ai trouvé que Manchester City s'était qualifié grâce à Joe Hart. Avant de faire notre pause musicale, un petit mot sur la saison de Saint-Etienne. On est satisfait? Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'on casse tout, on recommence à zéro? Qu'est-ce qu'il faut faire à Saint-Etienne? Bon, il y a quand même une constante ces dernières années dans les résultats. On termine 6e avec 2 défaites contre Nice et contre Lille. On a senti un groupe quand même émoussé sur la fin, qui a disputé beaucoup de matchs avec pas mal de turnover. Ça reste quand même une saison extrêmement positive. Après, nous, on est toujours... c'est pas moi, là. Et on est toujours, comment dirais-je... dans le fait d'être stéphanois, on peut toujours avoir son équipe améliorée. On aimerait qu'elle fasse plus, qu'elle fasse mieux. Mais voilà, ne soyez pas plus royaliste que le roi. 6e, c'est quand même une très belle performance. C'est bien, et puis ça amène un peu de fierté à nos amis stéphanois, à toute la population. On revient dans quelques minutes après la chanson de Monty. On a eu beaucoup de mal à trouver un titre. On va juste dire un mot. On a beaucoup parlé des 40 ans de Saint-Etienne. C'est quoi pour vous les 40 ans de Saint-Etienne? Pour moi, les 40 ans de Saint-Etienne, déjà ça fait partie de notre histoire. L'ADN. Ça fait partie de ce pourquoi les Verts sont célèbres au Japon et au Canada et partout ailleurs. On peut pas occulter l'histoire et je trouve que ça a été une très belle fête. On leur a bien rendu hommage à nos anciens. Ça a été pour moi mérité. Et ils ont décomplexé le football français. Pour moi, le football français s'est mis à gagner. Et je pense qu'on a gagné l'Euro 84 parce que justement, le départ, ça a été cette épopée des Verts. Le déclencheur avec, on oublie toujours, c'est Ivan Kurkovic qui a créé les premiers entraînements spécifiques de gardiens. C'est Garonner qui a été le premier recruteur emblématique et qui a misé sur le centre de formation. Donc ça a été la première fois qu'un club misait sur des jeunes avec encadré par des anciens. Donc on va dire que la politique actuelle du football français, qui est pour moi une bonne politique, on va dire qu'elle est née chez nous, quoi. On est un peu chauvin. Alors on continue, on dit allez les Verts et on revient juste après. Exactement. Vestiaire avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer. Tous en chœur nous chantons, on est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leurs mains. Avec nous chantons, Saint-Etienne sera champion. Allez, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est
On parle de l'Euro avec Jérémy Janot et Gilles Charles donc pour rendez-vous avec. Ça nous a rappelé des souvenirs, Philippe. Hein. Je vous voyais encore en short en train de courir derrière votre micro. Absolument. J'ai regardé d'ailleurs ce sujet. Je sais pas si Jérémy l'a vu, le reportage qu'il y a eu sur Canal sur l'épopée des Verts. Terrible, mais limite les larmes aux yeux, quoi. Ouais, on y était, nous, on y était. Moi, 76, j'avais 10 ans, donc c'est vrai que... Jérémy m'a dit qu'il n'était pas né. Ouais, en 77, un an après. C'était une époque assez incroyable. Hein. Ouais. Et puis, on avait encore une ville qui vivait bien de son industrie, C'était les jours heureux, j'allais dire. C'est vrai ce que Jérémy a dit tout à l'heure sur aujourd'hui le grand-père qui va avec son fils et le petit-fils. Bah voilà, les générations se multiplient. C'est un peu pareil dans le Nord, non, Jérémy, d'ailleurs? Exactement. En fait, je dis tout le temps que moi, je viens de Valenciennes, c'est un ancien bassin minier. Les gens sont similaires. Je dis tout le temps, en fait, Valenciennes et Saint-Étienne, c'est des villes voisines séparées de 700 km, en fait. Oui, on a un peu ce parallèle avec le Nord. Ouais. Exactement. La fameuse phrase du film, quand vous arrivez, quand vous pleurez, et vous pleurez quand vous arrivez, et puis vous repleurez quand vous partez. Exactement, on pleure 2 fois. Ouais. Donc, on va parler de l'Euro dans cette deuxième partie, puisque demain, c'est le départ de cette Euro 2016, avec la France qui est presque, allez, on va le dire, elle va gagner. Alors, comment Jérémy, on devient l'ambassadeur de cette ville de Saint-Étienne? En fait, moi, c'est Monsieur le maire qui m'a proposé ce rôle en octobre 2014, donc bien sûr j'ai accepté. Avec en plus il m'avait au départ confié une mission sur les bénévoles, qui après s'est transformé en chef de projet sur l'Euro. Donc j'ai eu on va dire 1% de mon temps c'est ambassadeur, et 99% de mon temps c'était la coordination du projet avec l'équipe Euro 2016 à Saint-Étienne Métropole. Donc c'est énormément de boulot. Je me suis imprégné du dossier. J'ai été complètement plongé dedans. Il y a des charges, c'est ça, hein, voilà, il y a alors si vous voulez, on a signé des chartes avec eux, des chartes, une charte relative à la fan zone et une charte relative, on va dire, entre ce qu'on appelle le programme de protection des droits. Donc on a essayé de l'appliquer, on a été des bons élèves. À chaque fois qu'on a reçu les autorités de l'UEFA ou de l'État, les Stéphanois, le travail des Stéphanois a toujours été salué. On est content. Maintenant, ça va commencer demain, et on espère que tout ce travail depuis plusieurs années va récompenser l'équipe Euro, mais surtout va bénéficier à tous les Stéphanois. Ça a été l'élaboration de ce projet n'a été conçue que pour que il y ait des retombées à Saint-Étienne et que tous les Stéphanois en profitent. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on se projette dans l'avenir? Est-ce qu'on sait que ça va déclencher d'autres choses? On espère. Je prends juste par exemple le fonds héritage. Le fonds héritage, c'est 2 millions d'euros donnés pour l'UEFA pour améliorer des structures existantes sportives, des structures football, bien sûr. Donc sur les 45 villes de l'agglomération, il y en a 23 qui en ont bénéficié. Il y a 18 équipements qui ont été améliorés avec l'intercommunalité, ça faisait 23, donc 50% des villes ont pu bénéficier de ce fonds héritage Euro. Il y a le stade qui a été construit, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, c'est que la fédération italienne regrettait de ne pas avoir eu l'Euro parce qu'ils n'ont pas pu renouveler leur contingent de stade. Aujourd'hui, c'est pas un hasard, le seul club qui peut rivaliser en Europe, c'est la Juventus qui a un nouveau stade. Donc c'est très important. Stadio delle Alpi. Voilà, exactement. C'est très important d'avoir des infrastructures pour le foot. J'étais ne serait-ce qu'hier à Andrézieux pour il y a un mois, j'étais à Andrézieux pour l'inauguration du nouveau stade. C'est obligé d'avoir des infrastructures, même en amateur, pour pouvoir progresser. Et là, le club se dote d'un outil pour aller en Coupe d'Europe. On sait que quand les Verts vont bien, l'économie locale, parce que là, Saint-Étienne fait quand même marcher plusieurs entreprises et tout. Donc, c'est à chaque fois, un élément qui va tirer les gens vers le haut, et c'est ce qu'on espère avec l'Euro 2016. Et votre rôle exact, c'est quoi alors? C'est de donner une image, c'est d'impulser des choses? Alors mon rôle d'ambassadeur, oui. C'est d'accompagner. Et après, j'étais sur toute l'organisation technique en fait, sur les dossiers, sur les matchs. On va vous voir. Vous avez un rôle comme ça? Non, sur les matchs, non. Là, en fait, tout ce qui est à l'intérieur du stade, c'est l'UEFA. Tout ce qui est à l'extérieur du stade, c'est surtout les zones. J'ai plus le terme exact. La fan zone, le fan village. Voilà. L'animation en centre-ville. Et est-ce qu'on est inquiet justement avec ce climat d'attentat, de peur? Est-ce qu'on a pris des mesures différentes? Alors, par contre, oui, on a mis l'accent sur la sécurité, mais tous les sites. Hein. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit plus dans le même monde. Il y a toujours un peu le risque zéro n'existera jamais, c'est sûr.
Mais en tout cas, on fait tout pour minimiser les risques et de faire en sorte que ce soit une belle fête populaire. Et dans ces zones, il va se passer quoi? Alors, il va y avoir des Il y aura concerts, il des va y avoir des concerts, animations. Il y aura des concerts. Déjà, dans la fan zone Parc François Mitterrand, il y aura un écran de 77 mètres carrés. C'est quand même l'équivalent d'un immeuble de 3 étages. Ah oui, quand même. Donc, ça va être avec la Où retransmission. on verra tous les matchs ou seulement les La matchs? fan zone sera ouverte 12 jours et donc les matchs du jour. En gros, on verra les matchs de l'équipe de France, les matchs joués à Saint-Étienne, 8e, quart, demi-finale. Et par rapport, je vais dire peut-être une bêtise, mais par rapport, je sais qu'il y a les Portugais qui viennent jouer à Saint-Etienne. Est-ce qu'il va y avoir des animations dans les quartiers avec le thème du Portugal? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire? Notamment, on a une élue qui est d'origine portugaise. On a répondu à des appels à projets. On sait déjà qu'il y a le chef d'État du Portugal qui va venir. Donc, on a pas mal de choses. Oui, à l'intérieur de la fan zone, il y aura, par exemple, il y aura Sergent Garcia qui va chanter en portugais lors de son concert le 14 juin. Donc, vous voyez, on a tout fait, essayé. On aura aussi sur le village du savoir-faire un stand avec, on va dire, une chambre de supporters du Portugal. Non, on a essayé à chaque fois de faire en sorte que l'équipe qu'on reçoit soit mise en avant et avec, pourquoi pas, essayer de créer une interaction avec les entreprises du territoire pour pourquoi pas nouer des liens. Donc un vrai rendez-vous de festif et de football. Voilà, exactement. L'idée, c'était pas de faire une fête exclusivement pour les amoureux du ballon rond, mais c'était aussi pour pour mettre en avant toutes les ressources associatives. On peut parler du vivre ensemble, quoi, d'où être ensemble pour un événement. Tout le mouvement associatif, culturel. Aujourd'hui, pour moi, Saint-Etienne se transforme. On est ville UNESCO du design. On a le label French Tech. Il faut le faire savoir. Il faut que, même si on commence à être reconnu, on l'a vu à l'Expo Design de Milan. Donc aujourd'hui, Saint-Etienne se transforme et il faut, même si on est fier de notre passé industriel, de notre passé minier et qu'on est fier de notre, notre étiquette football. Il n'y a pas que ça à Saint-Etienne. Il faut aussi se tourner vers l'avenir. Mais il n'y a pas que ça à Saint-Etienne. Question technique, les équipes qui viennent jouer à Saint-Etienne, est-ce qu'elles arrivent le jour même pour jouer ou elles viennent quelques jours avant pour s'entraîner? La veille, normalement, elles ne s'entraînent pas. Ouais, elles viennent directement jouer alors. Voilà, elles s'entraîneront, elles auront un entraînement la veille au stade Geoffroy Guichard. Et si le stade Geoffroy Guichard est impraticable, on a ce qu'on appelle un terrain de transfert qui sera à Andrézieux. Très bien, dans un stade tout neuf. Donc. Voilà. Et les fans, est-ce qu'ils auront moyen de voir un peu ces joueurs ou alors ça sera vraiment inaccessible? Ce sera à mon avis très très compliqué. Parce que tout le monde commence à nous parler de Ronaldo. Ouais, à mon avis, non, ça va être extrêmement compliqué. Si, ils pourront les voir au stade, mais après, est-ce que le Portugal voudra faire un entraînement public? Ça, c'est possible, ça? C'est possible, mais il y a 1% de chance, quoi. Vraiment, faut donner un peu d'espoir aux fans. Hein. Ouais, voilà, mais moi, personnellement, je pense qu'il n'y en aura pas. À une époque, on avait aussi beaucoup parlé de l'Italie qui viendra à l'Etra pour l'Euro. Il n'y a aucune équipe qui vient dans la région, alors. Il n'y a aucune équipe qui viendra à l'Etra. Et on sait pourquoi. En fait, c'est footballistique, c'est économique. En fait, quand on est arrivé à l'équipe Euro, il y avait 66 camps de base. Ouais. Donc 66 camps de base avec des critères d'hôtel de l'UEFA. Et l'Etra ne faisait pas partie de ces camps de base. Donc j'ai appelé Lali Vernec, le responsable des terrains de transfert et des camps de base. Et je lui ai dit viens visiter. Et donc je l'ai fait rencontrer Roland Romeillet. Et suite à leur rencontre, l'Etra a été noté comme 67e camp de base. 67e. Et là, des équipes sont venues visiter. Moi, j'ai personnellement amené la fédération et l'équipe d'Allemagne qui devait signer à Thonon. Je lui ai dit, avant de signer à Thonon, venez visiter l'Etra. Ils ont visité l'Etra et ils ont préféré aller à Thonon. Parce qu'en fait, ce qui a été choisi plutôt par les clubs, c'est d'avoir une hôtellerie de luxe. Mais vraiment, ils ont pris des hôtels de luxe très très haut de gamme avec des terrains à 1 ou 2 kilomètres. Alors que là, c'était vraiment le centre d'entraînement pur et dur, très fonctionnel pour une équipe. Je me souviendrai tout le temps des mots de Lali Vernec, le responsable UEFA. Il m'a dit mais l'Etra, ça va être l'un des premiers camps à être choisi. Et finalement, ça n'a pas été. On a été surpris donc. À notre plus grande surprise. Surtout que là, c'est pas des choses qu'on maîtrisait. La seule chose qu'on a réussi à faire, c'est d'inscrire l'Etra comme 67e camp de base. Mais après, et moi aussi, Roland, quand on avait reçu la fédération allemande, je m'étais dit, voilà, ils avaient offert un maillot à Roland, signé par tous les joueurs de l'équipe d'Allemagne. Je me suis dit, mais attends, je voyais pas comment. Et à ma plus grande surprise, ils ont été à Thonon. Alors, on l'a dit pour vous, le football sur le terrain, c'est terminé, mais maintenant vous êtes entraîneur. Vous vous occupez de Firmini. C'est ça. Donc, comme je passe mes diplômes,
quand la nouvelle, depuis 2 ans, la nouvelle règle pour passer ses diplômes, faut avoir une équipe en charge. Donc moi, avec l'Euro, comme c'est un job à plein temps, comme j'ai repris le Club 42 avec ma femme, j'avais beaucoup d'activités. Je me suis dirigé vers le foot amateur parce que il y avait que 2 entraînements par semaine. Je pouvais pas plus. Même des fois avec les réunions à l'Euro, quand j'allais à Paris ou dans les autres villes, quand on avait ce qu'on appelait des clubs des sites, c'était pour moi très dur d'entraîner. Mais par contre, j'ai pu passer mes diplômes pendant ce laps de temps. Vous avez obtenu. Que j'ai obtenu récemment. Récemment, je suis content parce que il y a eu de la casse. On était 15 candidats, il y en a que 8 qui ont été reçus. 7 qui sont au rattrapage au mois de novembre l'année prochaine. Donc c'était vraiment compliqué. C'était pas vous vous présentez et on vous donne le diplôme. Fallait vraiment réussir les examens parce qu'il y en avait 3 en fait. Il y avait 3 UC à valider et c'était vraiment hyper compliqué. Ça veut dire que Jérémy Janot, on va le retrouver à l'SS, entraîneur des gardiens bientôt, non? On le souhaite tous, hein. Ouais. Non, surtout moi. Surtout vous. On le souhaite tous. C'est prétentieux là, je rigole. C'est surtout moi, mais voilà. Après, c'est un peu l'avenir, quoi. J'espère. Moi, j'ai d'excellentes relations avec le club. J'ai d'excellentes relations avec Roland. Maintenant, on va se voir, on va discuter. Il y a pas de souci. Et pour faire un peu d'humour, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on pourrait retrouver Jérémy Janot, entraîneur des gardiens de l'OL? Oh, jamais. Non, déjà, non. Moi, moi, j'ai le sang vert. C'est pas possible. Je peux pas. C'est pas de l'anti-lyonnais primaire. Hein. Moi, je sais reconnaître que Olas, il a fait un travail formidable, qu'il a construit un stade fabuleux, mais quand t'es vert, je le dis depuis tout le temps, moi je suis vert, je pourrais pas aller à Lyon. Et j'aurais le sentiment de trahir tous ceux qui m'aiment à Saint-Etienne, quoi. C'est un peu vrai, je pense. Ouais. D'ailleurs, on peut enchaîner sur une question. Vous parlez de trahison. Moi, j'étais un peu surpris de vous voir vous engager en politique. Ouais. Parce que j'avais un peu l'impression que vous alliez un peu casser cette image populaire et vous mettre une partie de votre public qui vous était fidèle un peu contre vous. Non, en fait, c'est pas ça ou c'est... Non, en fait, moi... je me suis pas engagé en politique pour moi. Moi, j'ai suivi un homme. J'ai rencontré Gaël Perdriau une fois, 2 fois. Je vous avais déjà rencontré plus tôt avec François Bayrou et le Modem. J'avais rencontré pareil François Bayrou. C'était plus l'homme. Ouais. Moi, je suis pas quelqu'un de partisan. Moi, pour moi, par exemple, faire de la politique, pour moi, c'est aider son prochain. C'est pas d'avoir un côté partisan en disant ce que fait l'autre côté, c'est nul, et juste pour faire voir, on va faire le contraire. Ça, ce côté-là, ou alors casser ce qui a été fait. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est suivre un homme et son projet. Quand j'avais rencontré François Bayrou, je l'avais trouvé brillant. Franchement, je m'étais régalé. Pourtant, je lui avais posé des questions. Enfin, je lui étais rentré dedans. Hein, j'avais pas fait la groupie. Et pareil avec Gaël Perdriau. Moi, c'est quelqu'un qui m'a séduit dans la mesure où j'ai trouvé que voilà, il avait un véritable projet, un dynamisme. Ce que je trouve intéressant dans cette personne, c'est qu'il parle toujours des Stéphanois. Mais exactement. On l'a encore entendu récemment, il a dit je suis pas l'homme d'un parti, je suis là pour les Stéphanois. Mais ça, c'est un message qui passe bien. Moi, c'est là-dedans que je me suis retrouvé. C'est-à-dire que j'ai pas senti un côté partisan. Déjà, moi, j'estime que je suis absolument pas un professionnel de la politique. Non, mais vous avez des idées, des convictions. Ouais, voilà, j'ai des idées, des convictions, mais c'est surtout d'aider mon prochain. Moi, quand je recevais des gens pour l'Euro, je leur demandais pas si c'était de droite, de gauche ou du centre. Je leur demandais si vous êtes stéphanois, vous voulez travailler sur la fan zone, ceci, cela. Vous savez quoi? J'ai eu des gens pour travailler sur la fan zone, des mecs de Bordeaux, de Clermont, de Nice, ça. Je leur ai dit non, priorité aux Stéphanois. J'aurais pu prendre un mec qui aurait soi-disant la même couleur politique que moi à Bordeaux, plutôt qu'un soi-disant adversaire. Non, Stéphanois. Moi, je pensais aux Stéphanois. Voilà, peut-être que j'avais même des mecs en face de moi qui devaient pas m'aimer ou quoi, mais je m'en fous. Moi, je suis là. Le maire m'a dit voilà, le fil conducteur, c'est l'Euro, c'est pour les Stéphanois et les gens de métropole et rien d'autre. Et je veux un justificatif à chaque fois. Donc, bam. Ça veut dire que donc vous avez suivi un homme et on va pas vous retrouver dans quelques années. Je sais que vous êtes dans l'Ondaine, candidat à la mairie de Firminy ou député à la place de M. Cinieri. Ouais, oh là là, vous savez, après je suis jeune. Je sais. Il y a Fraisse, non? Ouais, maire de Fraisse. Et un jour en plus j'en parlais avec le maire de Fraisse, qui est M. Sauton, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est mon voisin d'ailleurs. Enfin, mon voisin a quelques pâtés de maison.
Et on en rigole avec ça. Le football m'a appris un truc, c'est que dans la vie, en fait, à 3 mois près, on sait jamais ce qu'on fait. Vraiment, il se peut, des fois... moi, pendant 19 ans, j'ai dit je vais finir ma carrière à Saint-Étienne. Finalement, je me retrouve au Mans. Justement, ça s'est fini comment cette carrière à Saint-Étienne? Un peu en queue de poisson, j'allais dire. Ouais, c'est vrai que c'était pas la fin que je prévoyais parce que j'étais gardien. Stéphane Ruffier arrive. Bon, il n'y a pas de contestation. 10 ans plus jeune, pleine force de l'âge, potentiel. Donc vous avez reconnu que sportivement sur le terrain il était au-dessus. Oui, moi j'avais 35 ans, je pouvais pas rivaliser, j'étais à la fin. Et là j'ai une offre pour jouer au Mans. Je me dis il y a eu Lorient avant. Hein. Il y avait eu Lorient, 3-4 matchs. Ouais, joker médical et c'est ce qui m'a redonné le goût. J'étais remplaçant. Et ils pouvaient pas vous prolonger à Lorient? En fait, j'avais remplacé 3 gardiens blessés. Oui, il fallait qu'il y en ait que 2, il reste encore. Après, je ne souhaitais pas. Et si vous voulez, sur les 2, il y en a. Les 2 sont revenus. Même si j'avais eu Christian Gourcuff juste avant de partir au Mans, qui m'avait dit on ne sait pas si Fabien va revenir ou quoi. Le compte, c'est ça. Fabien Audard. Et finalement, il est revenu et donc je suis parti au Mans. Et au Mans, ils ont fait faillite, c'est ça? Par contre, là, je suis arrivé dans une galère monumentale. Vraiment, j'avais connu des années difficiles à Saint-Étienne, mais là, c'était le pompon, quoi. Je pense que le Mans n'aurait jamais dû repartir cette année-là en Ligue 2. Ils auraient dû couler 1 an avant, quoi. Mais le problème, c'est qu'à part le petit Morgan Sanson et paix à son âme, qui est décédé, Patrick Ekeng, il y a pas longtemps. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont sortis indemnes sur un effectif de 25, quoi. Et quand on est à Lorient et au Mans, est-ce qu'on a toujours l'ADN Stéphano? On est toujours en manque de Saint-Étienne? Ah oui, c'est à la fin de chaque match, je regardais le résultat des Verts, quoi. Après moi j'étais un joueur des Verts, mais j'étais aussi un supporter. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs, mais moi je vous vois, donc, je vous vois depuis longtemps quand même, de loin, mais je sais que vous êtes un passionné. Voilà, donc c'est comment dirais-je, à chaque fois, c'était pas un déchirement parce que je l'ai fait en mon âme et conscience, ce changement, mais c'est vrai que quand tu quittes Saint-Étienne, en fait, pour moi, ma carrière, même si j'ai joué un peu, ma carrière, elle s'est arrêtée quand j'ai quitté Saint-Étienne, quoi. Ouais. J'ai eu une décompression. Donc il y a l'espoir de retrouver un peu ce climat en devenant entraîneur, alors. Voilà, ouais, mais être entraîneur, pour moi, c'est retrouver cette adrénaline. Après, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien comprendre les choses, j'aime bien comprendre le football, le système, l'entraînement, les procédés d'entraînement, les leviers psychologiques. Aujourd'hui, ce que Pascal Duprat a fait, pour moi, ça m'interpelle. Comment un groupe... parce que les footballeurs, c'était les mêmes. C'était même qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le levier il a été cherché. Ce qui prouve que c'est pas qu'une question de pied carré, c'est aussi beaucoup de mental, le football. Mais tout le sport, je pense que le mental pour moi c'est même si aujourd'hui il y a de plus en plus de préparation mentale, de préparation psychologique et qu'on commence à y mettre, c'est pour moi un des aspects qui a été inexploré aujourd'hui parce que on a tous les mêmes procédés d'entraînement. C'est pour ça que l'écart ici, avant quand vous jouiez contre le Luxembourg, vous leur mettez 12-0, c'était clair. Mais pourquoi aujourd'hui au Luxembourg, maintenant les gens s'entraînent, s'entraînent, je veux dire, ils ont des entraîneurs de haut niveau. Ils avaient d'ailleurs un super avant-centre. Exactement. Qui avait Joannis. Et comment ça s'appelle? Je n'ai plus le nom. Donc ouais, moi aussi, je vois lequel. Mais vous voyez, donc aujourd'hui, tout le monde s'entraîne. Et ce qui fait la différence, c'est l'apport psychologique, quoi. Pour terminer, j'ai envie de vous poser cette dernière question. Est-ce qu'il y a un entraîneur ou un joueur qui vous a marqué par ses méthodes ou son charisme pendant votre carrière? Moi, c'est Fred Antonetti. Fred Antonetti, parce que c'est lui qui m'a lancé. Mais il m'a pas lancé pour mes beaux yeux, hein. Il m'a lancé. Puis c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé, sa loyauté, sa franchise. D'ailleurs, ça a été mon tuteur pour le diplôme. Je suis allé à Lille. Il m'a reçu comme un roi. Vraiment. Voilà. J'étais à Lille. J'avais accès à tout. On aurait dit que j'étais un membre du staff. Bon, après, connaissant Fred, je suis resté à ma place. J'ai pas fait. Mais voilà. J'ai aimé l'entraîneur et surtout j'ai aimé l'homme. Voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui, Fred Antonetti, c'est quelqu'un d'hyper reconnu et je l'appelle s'il décroche pas dans l'après-midi ou quoi, j'ai un message où il me rappelle. Voilà, c'est un homme pour moi extraordinaire. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi il n'est pas resté à Saint-Étienne? Ouais, il était fin de contrat et ça n'a pas été très net cette histoire-là. Ouais, il y a fin de contrat, il y a le fait que son ami Villanova n'avait pas été prolongé.
Après, vous savez, le football, c'est aussi des fois des déchirements. Voilà, c'était ça. Moi, je l'avais vécu difficilement. C'était l'homme qui m'avait lancé. Et, on voulait jouer en Ligue 1 avec lui. Et surtout, je me souviens, là, quand je suis arrivé à Lille, la première chose qu'il m'a dit, il me dit, une de mes plus belles années, c'était avec vous à Saint-Etienne. Ça l'a marqué. Donc. Ça l'a marqué. Nous aussi, ça nous a marqué, mais lui aussi. Donc, après, voilà, c'est le football. C'est aussi... Après, faut pas faire les vierges effarouchées. C'est du business. Voilà, c'est du business. C'est un monde compliqué. C'est un monde de requins. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Faut jamais oublier que c'est quelqu'un qui est arrivé à Saint-Etienne. On était au port du National. Exactement. Et j'ai toujours dit, je pense pas me tromper, c'est quelqu'un qui sera jamais sifflé à Saint-Etienne. Ah oui, non. Puis il a sauvé le club. Non, il est arrivé. Pareil. Hein, il a fait ce que Duprat a fait. À l'époque, c'était moins médiatique. C'était en Ligue 2. Mais quand il est arrivé, on perd 1-0 contre le Havre, on est 20e, les Magic et les supporters avaient secoué le stade, on va dire, à juste titre. Mais j'ai la vision d'un match sous la neige où vous en aviez pris 4, il me semble. Ah, contre Guignon. Ouais. Oh là là, je m'en souviens. Ce jour-là, mais on aurait pu... Non, on prend 3-0. On prend 3-0, on loupe 2 pénaltys. C'était la catastrophe ce jour-là. Là, ce jour-là... Il y avait tout eu de la neige et tout. Je me rappelle. Ah non, c'était... je crois qu'on a été complet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir alors ? La santé. La santé ? Après, on se débrouille. Vous êtes un grand sportif, donc vous avez la santé. Ouais. Vous avez des bras, ils font 3 fois les miens. Non, avec l'Euro, justement, j'avais plus de temps à moi. Là, il va falloir que je reprenne les footings un peu. Et non, je suis bien content. C'était une belle mission. Quelque chose que je m'attendais pas à faire pendant 2 ans, aller défendre des dossiers au ministère, franchement, ou dans les instances du foot, c'était enrichissant, c'était passionnant, et ça m'a permis de découvrir l'envers du décor du football. Avant, moi, je pensais que pour organiser un match, il fallait un arbitre, des spectateurs et des joueurs. Un ballon, et en fait, et un ballon. Et en fait, ça, c'est la finalité. Il y a tout un tas de trucs qui se passent avant. En parlant de dossier, il y a une dernière question qui vient à l'esprit. Oui. Michel Platini, qui a été un grand Stéphanois aussi, même s'il n'est pas Stéphanois, quel regard vous avez sur tout ce qui lui arrive ? Alors moi, je vais être extrêmement clair avec ça. Platini, il a fait une carrière exemplaire. Platini, il a été un dirigeant exceptionnel. Mais le jour où il se présente à la FIFA, d'un coup, il s'est suicidé. Il y a quelque chose qui est sorti. Je trouve le timing extrêmement bizarre. C'est le hasard. Voilà, le hasard. Quelqu'un... après, faut être franc. Donc, si je vais pas me substituer au tribunal, mais apparemment, donc le travail a été légal, a été fait, mais c'est le paiement qui a 8 ans après, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça qui pose problème. Après, je pense sincèrement, quand vous êtes Michel Platini, vous êtes président de l'UEFA, si vous aviez voulu détourner de l'argent. Non, et puis vous auriez fait fois 100 ce qui lui est reproché. Hein. Faut pas. Pour moi, c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, enfin, je sais pas, quand vous avez 65 ans, que depuis 20 ans, vous êtes sous les feux de l'actualité, il vous est jamais rien arrivé. Et surtout, quel grand joueur. Voilà, quel grand joueur. En plus. Et puis je crois que l'Euro, si on l'a à Saint-Etienne, c'est aussi grâce à lui. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'on peut en dire un mot. Hein. Exactement. Ouais, parce qu'on y avait 8 villes au départ. Ouais, je me souviens bien. Et après, on a été 10. Ouais. Non, donc c'est... Moi, je vous dis, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois grâce à ça. Après, voilà, c'est bizarre, mais moi, je suis convaincu... Déjà, la présomption d'innocence, hein, on est quand même... on est dans un pays où, pour moi, ça compte. Mais je suis persuadé que c'est quelqu'un d'intègre et d'honnête, et que s'il avait voulu vraiment tremper dans des trucs comme ça, il aurait pu faire. En tout cas, on lui dit merci pour Saint-Etienne. Ah merci, exactement. J'ai un grand tireur de penalty qui veut vous poser une question derrière moi. Ouais. Non, Jérémy, juste une question sur le fameux tatouage. Ouais. Donc apparemment, vous êtes un fanat de sport de combat. Exactement. Et je crois que c'est le même que quelqu'un que vous respectez beaucoup, c'est ça, hein? Donc en fait, si vous voulez. Dans ma famille, donc j'ai toujours adoré les arts martiaux. Il y a un combattant qui s'appelle Wanderlei Silva, qui avait j'ai vu un jour en 2001 son tatouage sur internet, et j'avais dit à ma femme, je vais faire pareil. Puis elle me dit, ouais, écoute,
pipeau. Et puis un jour, je suis revenu, je l'avais sur le crâne. Elle me dit, mais t'es débile. J'ai dit non, j'avais dit que j'allais le faire. Donc, Oui, mais ça vous impose de plus jamais vous faire repousser les cheveux. Bah, déjà, elle repousse plus beaucoup. Déjà. Donc, c'est réglé. Non, mais si vous voulez. Mais l'avantage, c'est que moi, je le vois jamais. C'est que même quand on me demande combien t'as de tatouages, je l'oublie. Donc c'est des fois bon, tes tatouages tu les vois, tu les sais, mais et lui je le vois pas. Donc tout le monde m'a dit tu vas t'en lasser, mais je peux pas me lasser de quelque chose que je vois pas quoi. Et ça, en fait ça me fait rire parce que des fois il y a des gens, ils me regardent, ils se disent et j'attends et hop ils se retournent et après c'est bien lui. ils viennent me voir. Donc c'est bon Philippe, vous faites le même? Ouais. D'accord. Ah, ça fait très très mal. Par contre je peux vous dire que sur le crâne, ça doit être j'ai terrible. souffert. Ouais. Jérémy Janot, merci beaucoup d'être C'est venu moi, nous merci. voir. J'espère qu'on a été précis, clair pour cet euro. Ouais, parfait. On vous souhaite bon Enfin, vent. c'est surtout moi, j'espère que j'ai été précis et clair. Ah, c'était le but. Mm. Si on vous invite l'année prochaine, vous revenez? Avec plaisir. Bon, et très bien, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour parler encore football. Avec plaisir. Merci pour ce rendez-vous avec donc l'euro, le football et Jérémy Janot. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Merci Jérémy. De rien. Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's sure enough real. Well, when he's out